Imaginez, vous êtes à bord d'une voiture autonome. Tout est calme, tout est sous contrôle. Lorsque soudain, en face de vous, traverse une famille. Sur les côtés, 2 murs infranchissables. Freinez, il est trop tard. L'algorithme va choisir pour vous. Sauver votre vie en percutant les piétons, ou bien éviter la collision au prix de votre propre vie. Mais qui a fait ce choix algorithmique? Vous? Le constructeur? Un ingénieur anonyme? Aujourd'hui, les voitures autonomes de niveau 5 ne sont pas autorisées à circuler en France. Pourtant, chaque jour, les algorithmes se substituent à vos propres décisions, traçant un chemin entre promesses et désillusions. Partout où il y a des systèmes informatiques, il y a des algorithmes. Ils façonnent nos décisions, influent sur nos études, nos carrières, nos goûts. Conçus pour nous faciliter la vie, ils orientent le parcours scolaire de nos enfants, trient les CV de nos futurs collaborateurs. Ils nous aident même à choisir nos maris et nos femmes. Mais si nous n'y faisons pas attention, ils pourraient nous figer dans des trajectoires, comme dans un film où chaque scène suit un script prédéfini. Ils pourraient bien écrire le scénario de nos vies. Par habitude, par confort, par abandon, nous leur faisons confiance, pensant qu'ils sont neutres. Pourtant, ils ne le sont pas toujours. Chaque algorithme porte en lui des biais, ceux des données qu'on leur a fournies, ceux de leurs concepteurs, et bien souvent, des nôtres. Avant de plonger dans le vif du sujet, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Jean-Philippe Hoang, je travaille dans un incubateur de start-up au sein d'une grande école de commerce française. Et chaque jour, je croise des entrepreneurs animés par la même ambition. Mon algorithme va changer la face du monde. Je vais vous faire une confidence. Je crois bien qu'ils ont raison. Mais d'où viennent les algorithmes? Non pas de la Silicon Valley. Son origine remonte au IXe siècle, d'un mathématicien perse nommé Al-Khwarizmi. Ce génie des mathématiques a rédigé de nombreux traités d'algèbre, permettant de rendre populaire le système décimal en Occident. Lorsque ses travaux furent traduits en latin, son nom se transforma en algorithmie, puis algorithme. De l'algèbre aux algorithmes, des algorithmes jusqu'à l'intelligence artificielle, les mathématiques n'ont jamais cessé d'évoluer. Mais précisément, qu'est-ce qu'un algorithme? Un algorithme, c'est une suite d'instructions destinées à accomplir une tâche. Autrement dit, c'est une recette. L'algorithme nous dit quel ingrédient prendre, à quel moment. Prenons l'exemple du café. Étape 1, faites chauffer l'eau. Étape 2, déposez le café sur le filtre. Étape 3, versez l'eau chaude sur le café. Étape 4, regardez votre café s'écouler dans la tasse. Eh bien voilà, vous venez d'exécuter votre premier algorithme. Il existe 3 familles d'algorithmes. Les algorithmes simples, comme celle dont on vient de parler, si A, alors fait B. Les algorithmes complexes, enrichis par de nombreuses variables, comme par exemple l'algorithme des impôts, qui calcule votre taux de prélèvement par rapport à des barèmes sophistiqués. Et enfin, la 3e famille, les algorithmes d'apprentissage automatique, plus connus sous le nom de machine learning. Et là, on franchit un cap. Parce que ces algorithmes ne se contentent pas de suivre des instructions. Elles apprennent de façon autonome. C'est une véritable rupture technologique. Et si on y ajoute des biais,
C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Mais qu'est-ce qu'un biais? Un biais, c'est une déviation. C'est une façon de voir le monde à travers le prisme de son éducation, de sa culture. Nous avons tous des biais. Et c'est quelque chose de profondément humain. Tenez, faisons une expérience ensemble. Imaginez un médecin. Visualisez. Qui a vu un homme? Qui a vu une femme? Eh bien voilà. Cette réponse, c'est votre biais qui vous l'a dictée. C'est le reflet de votre réalité. Pour aller plus loin, transposons les biais dans l'univers magique des algorithmes, avec la demande de crédit bancaire. Vous êtes une personne avec une situation stable, un bon CDI, un excellent historique de crédit. Vous demandez un prêt à votre banque via votre application. Vous tapotez. Quelques secondes suffisent pour avoir la réponse. Refusé. Eh bien pourquoi? Tout simplement parce que l'algorithme ne se contente pas d'analyser vos données financières. Elle y intègre des données indirectes comme le code postal. Et c'est avec le code postal qu'elle en déduit votre environnement économique, vos habitudes d'achat. Or, une adresse n'est pas censée renseigner votre banque sur votre capacité d'emprunt. Résultat, des personnes solvables se retrouvent pénalisées simplement parce qu'elles habitent le mauvais quartier. C'est ce qu'on appelle un biais de proxy. Et le pire dans tout cela, c'est que ces personnes ne savent même pas pourquoi leur prêt a été refusé. Et bien souvent, leur banque non plus. Ces systèmes sont de véritables boîtes noires. Et comment contester une décision dont la logique nous échappe? Autre exemple. Certains hôpitaux s'équipent d'intelligence artificielle pour améliorer l'accueil des patients dans leurs services d'urgence. L'algorithme analyse la gravité des cas en fonction du taux d'oxygène, de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque. Elle oriente les équipes de soins vers les cas les plus urgents. Bien réglée, cette IA peut sauver des vies. Mal réglée, elle peut les mettre en danger. Si on observe un échantillon de personnes qui a une couverture sociale réduite, on constate que ces personnes se rendent moins souvent dans les hôpitaux. Maintenant, supposons qu'une IA soit entraînée sur ce modèle. Plutôt que d'y voir un manque d'accès aux soins, elle pourrait en conclure que ces personnes sont en meilleure santé que les autres. C'est ce qu'on appelle un biais historique. L'IA se nourrit des données du passé. Et si ce passé est biaisé, elle en fait une vérité algorithmique. Cette vérité apparaît comme une vaguelette au milieu de l'océan. Au départ inerte, elle amplifie, elle accumule de l'énergie, jusqu'à devenir une vague immense. C'est exactement pareil avec les biais algorithmiques. S'ils ne sont pas corrigés à temps, ils peuvent se développer de façon exponentielle. Alors, quelle solution? Pourquoi ne pas développer des données neutres? Tout simplement parce que c'est impossible. Chaque donnée est le reflet du monde qui l'entoure. Un monde complexe, teinté de nuances et de contradictions. L'enjeu n'est donc pas de supprimer les biais, mais de les reconnaître et de les corriger avec transparence. Cela implique de récolter des données représentatives, de concevoir des modèles d'IA compréhensibles par l'être humain et de mettre sous surveillance les agents autonomes les plus sensibles. C'est sous ces conditions que l'intelligence artificielle deviendra un outil de progrès pour l'espèce humaine. Je vais vous raconter un exemple. Dans mon travail, j'ai accompagné une start-up spécialisée dans la reconnaissance précoce du cancer du sein. Cette société a développé une IA qui analyse les mammographies. Lors des essais cliniques, cette IA a surpassé le diagnostic de radiologues expérimentés. Dans ce cas, l'IA agit en copilote.
Elle analyse des milliers d'images pour reconnaître des tumeurs. Mais au final, c'est le médecin qui prend la décision. Ce que j'apprécie dans cette approche, c'est la répartition des rôles. L'IA apporte sa capacité de travail, sa rigueur, tandis que le médecin mobilise son esprit critique et son expérience. Ensemble, ils limitent leurs limites respectives. Si l'IA observe une anomalie que la fatigue ou la routine aurait fait oublier au médecin, elle lui signale. À l'inverse, si le médecin découvre un biais algorithmique, il le corrige et en tient compte dans son diagnostic. Car au final, c'est toujours l'humain qui a le dernier mot. L'IA ne pense pas. Elle calcule, elle reproduit un modèle mathématique, sans notion des conséquences humaines. L'IA peut reconnaître un chien sur une photo. Elle définit une forme, analyse des pixels, établit des probabilités pour qu'il s'agisse bien d'un chat sur la photo. Mais elle ne sait pas ce que c'est un chat. Elle ne ressent pas sa chaleur, la profondeur de son regard. L'IA identifie, mais ne ressent pas. Le problème n'est donc pas que l'IA soit biaisée. Le problème, c'est que nous lui déléguons des décisions qui exigent du discernement humain. L'IA ne sera jamais responsable d'elle-même. Elle n'a ni conscience, ni intention propre. Ce n'est pas à elle d'être vigilant. C'est à nous. Nous sommes ceux qui la concevons, l'entraînons, la déployons. C'est à nous de fixer des limites. C'est à nous d'exiger plus de transparence, car au final, la technologie n'est ni bonne ni mauvaise. Dans chaque choix algorithmique se cache une série de choix humains. C'est là que réside notre pouvoir, dans notre capacité à orienter cette technologie vers un avenir qui transcende nos biais les plus bas pour incarner nos valeurs les plus hautes. Merci.